Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Ouais, moi j'ai l'impression de ne pas m'entendre, mais c'est bien la première fois que ça m'arrive. Donc, si vous attendiez à voir de la magie, ce sera le seul effet scénique que vous verrez ce soir. Donc, pour les autres, vous pouvez déjà partir sans vous écraser, ce sera pas mal. Donc, comme l'a dit André, j'ai eu la chance et l'honneur d'être recruté en tant que maître de conférence cette année, donc c'est une nouveauté pour moi. À la base, je suis plus en psychologie cognitive qu'en psychologie différentielle. J'étudie principalement tout ce qui est illusion perceptive, tout ce qui est aussi illusion au niveau du raisonnement. Et pour étudier le raisonnement, pour étudier finalement nos biais cognitifs, eh bien, j'utilise un outil, un terrain d'investigation qui est assez original, qui est finalement assez innovant et qui est la prestidigitation. Donc la première question qu'on peut se poser finalement et qu'on me pose souvent, c'est finalement, Cyril, pourquoi est-ce que la magie, ça pourrait finalement utiliser des processus qui intéressent les psychologues? Pourquoi est-ce que les chercheurs en psychologie s'intéresseraient à ce qui est finalement un art, une forme de distraction qu'est la magie? Il faut savoir qu'en fait, les magiciens, finalement, c'est les seuls experts au monde dont le domaine d'expertise est justement la manipulation de vos processus cognitifs. Il n'existe pas d'autres experts dans ce monde qui ont comme seul et unique objectif le fait de tromper votre esprit. Alors, c'est de la tromperie qui est évidemment consentie, mais l'idée derrière cela, c'est de se dire que les magiciens, intuitivement, savent comment manipuler votre esprit, ils savent comment manipuler votre attention, votre perception, parfois même votre mémoire, votre apprentissage ou votre raisonnement, et aussi vos prises de décision. On le verra un petit peu tout à l'heure avec quelques exemples. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les magiciens savent finalement manipuler intuitivement ces processus, mais ce n'est pas parce que les magiciens connaissent comment manipuler ces processus de manière intuitive qu'ils savent comment fonctionnent ces processus. Au même titre que vous, par exemple, vous savez toutes et tous vous servir de votre téléphone portable. Moi, la dernière fois, j'étais à Paris, on avait un petit peu bu, je sors du métro, je lâche mon portable, il fait un faceplant, donc il s'éclate contre le sol. Et là, je me suis vite rendu compte en l'ouvrant qu'en fait, je ne savais pas comment fonctionne un téléphone. Donc je sais m'en servir, au même titre que les magiciens savent manipuler vos processus cognitifs. Ça ne veut pas dire qu'ils savent exactement sur quel mécanisme cognitif s'appuient les tours de magie. Et l'idée pour les psychologues, ça va être de prendre des tours de magie et de se poser la question suivante, finalement, est-ce que ce que je connais en psychologie actuellement me permet d'expliquer tout ce qui se passe dans ce tour de magie? Si la réponse est non, c'est certainement qu'à travers ce tour de magie ou que dans ce tour de magie, il existe des processus cognitifs que manipulent les magiciens mais que ne connaissent pas encore les psychologues. Autrement dit, il est possible que la magie soit un terrain d'investigation qui puisse être fertile pour des découvertes nouvelles en psychologie. L'intuition scientifique et parfois, on va dire, artistique des magiciens a parfois devancé les sciences, parfois d'une centaine d'années. Par exemple, à travers des découvertes au niveau de l'optique. C'est l'exemple que je vous ai donné ici. Ici, c'est l'exemple de l'apparition fantomatique. Si vous avez vu le film Illusionniste, c'est exactement ce qui se passe. Donc en fait, pour le public, ils ont l'impression de voir un fantôme sur scène, mais en réalité, il y a simplement une vitre transparente inclinée, et sous la scène, on projette un éclairage sur le petit fantôme, et cet éclairage va être reflété dans la vitre, et par un système de symétrie, les gens ont l'impression que le fantôme est derrière la vitre de l'autre côté. C'est un petit peu compliqué, mais c'est un système optique qui est vraiment très intéressant. Et les magiciens ne s'intéressent évidemment pas qu'à des trucages physiques, ils s'intéressent aussi, on va dire, à des trucages plus psychologiques, et j'ai essayé de faire un petit melting pot de certaines astuces qui sont utilisées par les magiciens pour tromper notre esprit, évidemment, dans le but simplement de nous divertir et pas dans un autre but. Encore que parfois, vous allez voir, c'est un petit peu limite. Parmi ces processus, je me suis basé sur des tours de magie qui sont très simples. Donc, il ne faut pas vous attendre à ce que je dévoile des tours de magie. Moi, je suis illusionniste depuis 12 ans. Je n'ai pas envie de révéler des secrets autres que ceux que vous pourrez trouver sur YouTube, faits par un enfant de 6 ans qui dévoile son petit tour de magie. Mais vous allez voir qu'à travers des tours de magie très simples, très purs, on peut déceler des mécanismes cognitifs qui parfois sont très efficaces et même parfois plus efficaces que ceux qu'on va finalement étudier en laboratoire. En psychologie, lorsqu'on teste une expérience, si elle fonctionne sur 70% des participants, c'est excellent. C'est-à-dire que c'est un effet robuste, c'est génial, on est super content, on publie ça dans des bonnes revues, etc. Le magicien, lui, a besoin de faire un 100% de réussite. Imaginez un magicien qui réussit que sur 70% de l'audience, je ne pense pas qu'il vendrait beaucoup de tickets. Okay, donc c'est ça l'idée de base. Donc l'étude des processus psychologiques en jeu dans la prestidigitation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors cette science de la magie, elle a finalement subi un accroissement exponentiel depuis les 10 dernières années, peut-être même 15 dernières années. J'espère qu'on y a un petit peu contribué, mais je ne sais pas dans quelle mesure. Mais il faut savoir que cette étude, elle date d'il y a plus d'une centaine d'années. Et finalement, un des précurseurs dans l'étude scientifique des tours de magie, c'est un monsieur qu'on appelle,
on l'appelle pas comme ça, il s'appelle Alfred Binet. Je ne sais pas si vous connaissez Alfred Binet de nom. Il est connu comme étant un petit peu le précurseur des tests d'intelligence. C'est lui finalement qui a créé l'idée même, par exemple, d'âge mental ou les premiers tests d'intelligence. Donc Binet, c'était quelqu'un d'hyper curieux pour son époque et quelqu'un de très innovant. Il va s'intéresser par exemple aux calculateurs de génie. Et il va se demander pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont finalement des experts dans leur domaine, qu'est-ce qui les différencie de la norme et dans quelle mesure ces experts peuvent éclairer la normalité, la plus loin normalité, pour qu'on comprenne mieux ces processus et peut-être qu'on améliore l'être humain. Donc sans avoir une vision eugéniste, hein, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et finalement, une des populations qui va intéresser Alfred Binet, parmi tant d'autres, ça va être justement ces experts de la manipulation de l'esprit, les magiciens, les prestidigitateurs. Il nous explique que cette étude des prestidigitateurs, hein, c'est quelque chose qui nous renseigne sur la marche ordinaire de notre pensée. J'ai coupé la phrase parce qu'elle n'allait pas ensuite, mais je lui fais dire ce que je veux hein, finalement. Et nous découvre les points faibles de notre connaissance. Et en comprenant ces points faibles de notre connaissance, eh bien, ça nous permettra peut-être de dompter certaines de nos failles cognitives. Donc j'espère qu'à la fin de cette conférence, vous allez pouvoir dompter un petit peu vos failles ou pas, je ne sais pas. Mais une des premières questions que s'est posée Alfred Binet, c'est une question qui est très intuitive et qu'on se pose toutes et tous lorsqu'on va à un tour de magie. Finalement, est-ce qu'il est important pour le magicien d'avoir des gestes rapides, des gestes qui soient finalement plus rapides que notre organe d'essence? Il faut imaginer que notre œil, hein, c'est un peu comme une caméra qui va shooter plein d'images par seconde et qui va être capable d'intégrer ces images. Eh bien, dans quelle mesure les magiciens finalement trompent notre organe d'essence en ayant des gestes des mains, par exemple, qui soient plus rapides que l'organe d'essence. D'ailleurs, étymologiquement parlant, prestidigitation, presto, la rapidité, digit, des doigts. Est-ce que le magicien doit être un prestidigitateur qui a une rapidité des doigts telle que l'organe d'essence n'est pas capable de détecter eh bien, le prestige ou l'élément secret du tour de magie? Donc pour étudier ça, ce que va faire Binet, c'est qu'il va inviter des prestidigitateurs, c'est hyper dur à dire ce mot, prestidigitateurs illusionnistes, okay, très connus de son époque. C'est un peu les David Copperfield de l'époque, en moins médiatisé évidemment. Et Alfred Binet, c'est un petit bonhomme qui est plein de ressources. Et ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va utiliser une technologie hyper moderne pour l'époque. C'est ce qu'on appelle la chronophotographie. Vous connaissez tous la caméra? C'est l'ancêtre de la caméra et c'est un petit peu une invention qui a inspiré les frères Lumière à l'époque. Donc c'est une invention qui a notamment été perfectionnée par Marey. Et l'idée, c'est qu'en fait, faut imaginer que c'est un outil qui ressemble un petit peu à un fusil et qui va shooter plein d'images par seconde, jusqu'à 60 images par seconde. Ça va permettre notamment à Marey d'analyser les mouvements d'un oiseau en plein vol et de se dire finalement comment est-ce que l'oiseau vole. Et à l'époque, la conquête de l'air, c'était quelque chose de finalement très important. Ça vous permettait par exemple de gagner une guerre, notamment. Donc il va utiliser cet outil, Alfred Binet, sur la gestuelle d'un magicien. Donc en fait, il va entre guillemets filmer, c'est pas vraiment filmer, hein, il va faire un enchaînement de photographies comme celui-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, c'est un tour de magie qu'on appelle l'escamotage d'une muscade. Donc l'escamotage d'une muscade, il faut imaginer que le magicien a une petite balle dans sa main. Il va prendre la main, pas du tout. S'il prend sa main, c'est bizarre. Il va prendre la balle dans l'autre main et la balle va complètement disparaître de sa main. En réalité, il ne prend pas réellement la balle. Et Binet remarque que lorsque le tour est effectué normalement, hein, il est finalement impossible de détecter le secret. L'illusion est vraiment puissante, mais seulement lorsqu'on décompose le mouvement image par image, sur à peu près une quinzaine d'images comme c'est présent ici, en un peu plus d'une seconde, eh bien on se rend compte que l'illusion disparaît complètement. Le tour, il est tout pourri, ça ne marche pas du tout. Donc Binet va partir d'un autre constat, c'est que finalement, en magie, on utilise bien sûr des gestes rapides, mais ici, sur 15 photographies, on a l'information essentielle pour détecter le secret du tour. Ces 15 photographies contiennent le secret du tour. Aussi, Binet est d'accord pour dire que l'œil humain est capable de détecter bien plus que 15 images par seconde. Autrement dit, l'œil humain est capable de détecter bien plus que l'information nécessaire contenant le secret du tour. Alors la question reste en suspens. Si notre œil, cette petite caméra, est capable de shooter bien plus de photos que la chronophotographie, en tout cas que celle-ci ici présentée, alors pourquoi est-ce qu'on se fait avoir par le tour? Binet va conclure quelque chose de très important, c'est la deuxième ligne ici, c'est que finalement, c'est peut-être pas l'organe des sens qui est trompé. La main du prestidigitateur ne va pas plus rapidement, plus vite que nos yeux. Cette main va peut-être trop vite pour l'esprit. Autrement dit, ce n'est pas l'organe des sens qui est limité, mais c'est notre esprit et ce que l'esprit va faire de ces petits shootings qui fait que l'illusion va être présente ou non. C'est comment est-ce que notre esprit va interpréter l'ensemble de ces photographies mises bout à bout qui explique l'illusion. Donc finalement, les magiciens ne trompent pas l'organe des sens, les magiciens trompent notre esprit.
Et on va voir à travers plusieurs exemples dans quelle mesure notre esprit est faillible et dans quelle mesure notamment nos attentes, nos croyances ou ce genre d'éléments peuvent complètement interagir avec ce que notre organe des sens nous donne comme information pour créer une image complètement nouvelle, une illusion notamment perceptive. Donc, retenez bien, première information, les mains du magicien ne vont pas plus vite que l'œil, peut-être plus vite que l'esprit, mais c'est une autre question. Alors, j'aurai des petites pauses comme ça, showtime. Vous saurez que ça va créer une forme d'excitation en vous, c'est normal. Où vous allez voir un tour de magie. Alors, je vais spoiler le tour de magie d'un de mes collègues. La personne que je vous montre ici avait été numéro 1 au Cercle Magique de Londres. Donc, c'est un boss. Il a fait des émissions. Il a plus de 10 000 likes sur Instagram, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Ou pas. Il ne fait pas de tuto mode, mais ça marche aussi bien. Regardez bien l'illusion ici présente. C'est simple. Ah oui, en fait, c'est là qu'il faut que je clique. Il a un stylo et une pièce. Coin, pen. Il a un squeezer dans la page. Donc à travers ce numéro, Brendan Rodriguez, je donne son nom parce qu'il le mérite bien, a gagné de nombreux prix. Donc c'est excellent. Donc votre esprit vous a trompé et encore une fois, pas vos yeux. Donc je recite encore une fois Alfred Binet, il fait la moitié de la conférence à ma place et ça m'arrange bien. Toute perception, non mais c'est hyper important parce qu'il faut vous dire que c'était il y a plus de 100 ans et qu'il définit des choses à son époque mieux que ce qu'on fait parfois nous-mêmes en tant que psychologue. Toute perception, c'est un choix, un triage, des sensations innombrables font vibrer sans relâche nos organes des sens. Nous négligeons la plupart parce qu'elles n'offrent aucun intérêt. Notre attention se fixe seulement sur quelques-unes, les sensations significatives. Celles-là seules franchissent le seuil de la conscience claire, deviennent l'objet de nos raisonnements et suggèrent des souvenirs et jouent un rôle dans notre vie intérieure et dans notre vie. Ce que dit Binet ici, c'est quelque chose d'hyper important. C'est qu'en fait, vous ne traitez pas le monde qui vous environne d'une manière passive comme le ferait une caméra. On a tous cette impression que finalement, évidemment, ce que mes yeux voient, j'en prends conscience, c'est normal. Si là, d'un coup, il y avait un gorille qui traversait la salle, je le verrais, etc. Oui, c'est vrai, peut-être. Mais en réalité, il y a tellement d'informations qui vous entourent que finalement, votre esprit n'est pas capable de traiter toutes ces informations. C'est comme un PC, finalement, qui ne serait pas capable de traiter 10 000 pages qui sont ouvertes en même temps, il finirait par bugger. Votre esprit, c'est pareil, et pour éviter la surcharge, il va être obligé de faire des choix, de trier, de sélectionner certaines informations, parfois même de déformer certaines de ces informations pour les rendre cohérentes avec son monde interne. Et encore une fois, c'est comme si finalement votre vision, c'était une caméra qui filme tout, ça c'est l'organe des sens, mais là où vous allez placer votre attention, c'est comme un projecteur qui va se placer, qui va mettre la zone de lumière à certains endroits. Et les endroits qui seront éclairés par cette petite lumière, qui est votre attention, c'est ces zones-là qui seront finalement émergentes au niveau de votre conscience. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure par rapport à ce focus attentionnel, ce qu'on appelle aussi une fenêtre attentionnelle. Tout ce qui se passe hors de cette fenêtre attentionnelle, tout ce qui se passe hors de cette zone d'intérêt, ne va pas être traité par votre cerveau alors que c'est traité par l'organe des sens. Showtime. Voici un tour de magie, un effet spectaculaire. C'est... Hi, I'm Richard. This is Sarah, and we're going to perform the amazing color-changing card trick with this blue back. Lui, c'est Richard Wiseman avec son assistante. I'm just going to spread the cards in front of Sarah and ask her to push any card towards the camera. Donc il lui demande de choisir une carte, celle qu'elle veut. Vous allez voir qu'elle va complètement démonter la carte avec son doigt. Attention, séquence d'extruction de cartes. Voilà, exploser le paquet neuf. On voit qu'il n'est pas très content, mais voilà, il cache bien ses émotions derrière sa petite lunette. Donc elle va montrer la carte qu'elle a sélectionnée. J'ai regardé 10 fois avant de venir. Three of diamonds, okay, excellent choice. That card goes back into the deck. Now I'm just going to spread the cards face up on the table. Do a little click of the fingers, and you'll see that Sarah's card here has now got a blue back. Not particularly surprising. What's slightly more surprising, et là, ça devient la seule carte bleue parmi un jeu complètement rouge. Got red backs. And that is the amazing. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une ou quelques-uns ou quelques-unes a ou ont compris quel était le secret du tour? Ouais, bah oui. C'est ça, on se concentre trop sur le jeu du coup. Lorsqu'il est hors écran,
on peut inférer le fait qu'il ne fait pas de choses un peu particulières, mais en fait, il va échanger le jeu contre un autre. Levez la main ceux qui ont été choqués par un autre détail, sauf ceux qui m'ont eu en cours et qui... Ouais, qu'est-ce que vous avez vu? Ah ouais. Ah ouais, c'est un début. Regardez bien. Ah, peut-être. Peut-être qu'en fait, tout a changé entre le début de la scène et la fin. Peut-être qu'au début, on était bleu-bleu et que les t-shirts ont changé, la nappe a changé, le fond a changé, et que notre attention eh bien, n'a pas capté cette information parce qu'elle était finalement pas sur une zone d'intérêt maximum. Je vous remonte la vidéo et voici ce qui s'est réellement passé. We're going to perform the amazing color-changing card trick with this blue-backed deck of cards. Now the idea is very simple. I'm just going to spread the cards in front of Sarah and ask her to push any card towards the camera. La caméra change d'angle et pendant ce temps-là... Okay, let's see. I'm going to go for this card here. Okay. Now Sarah could have selected any card at all from the deck, but she selected the card which is now face down on the table. And what I'm going to ask her to do is show us which card she selected. Right, so the card that I chose was in fact the 3 of diamonds. The 3 of diamonds, okay. Écoutez bien le son que vous allez entendre derrière, c'est le son qu'il y avait vraiment tout à l'heure, mais vous l'avez pas entendu parce que c'est pas pertinent non plus. Écoutez bien. Do a little click of the fingers, and you'll see that Sarah's card here has now got a blue back. Ce vieux bruit là, je vous promets qu'il était dans la vidéo originale, j'ai laissé. All of the other cards have got. Donc ce qui est hyper intéressant ici, c'est d'une part, eh bien, ça montre que notre attention, lorsqu'elle est capturée par des zones d'intérêt et des zones de pertinence, ne va pas finalement porter attention à des choses qui ne sont pas pertinentes. C'est comme si maintenant vous vous clignez des yeux et que d'un coup, les murs qui sont à peu près blancs, on va dire, bon, ils ne sont pas lavés tous les jours, ça se voit, mais s'ils devenaient d'un gris un peu plus noir, eh bien peut-être que vous ne le détecterez pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas important, ce n'est pas quelque chose de pertinent, c'est quelque chose d'ailleurs de tellement inattendu que finalement, il est possible que si ce changement a lieu lorsque vous clignez des yeux, lors d'un changement intentionnel aussi, vous ne le détectiez pas. Et finalement, ces systèmes qu'on appelle la cécité au changement, ou ce qu'on appelle aussi le détournement d'attention, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'exemple de Brendan Rodriguez, qui à chaque fois place votre attention à un endroit d'intérêt et il fait le geste suspect sur la zone de non-intérêt, la zone qui sort de la fenêtre attentionnelle. Eh bien, ce détournement d'attention, c'est quelque chose qui est connu par les magiciens depuis une centaine d'années, clairement, même beaucoup plus. Comme c'est représenté sur cette image qui est vraiment, qui est plus que centenaire, où on voit une personne ici qui est en train de voler la bourse d'argent du monsieur qui est penché et qui regarde les muscades ici. D'accord? Et d'ailleurs, lui, pendant que lui regarde ça, il est intéressant de voir qu'il lui vole la bourse, mais en même temps, lui, il est en train d'empalmer une petite balle qu'il va mettre sous une découpe. Donc ça, c'est les zones d'intérêt primaire. Et il faut savoir que ces zones attentionnelles, elles ne touchent pas que l'organe visuel, elles peuvent aussi toucher l'organe du toucher, l'organe du goût ou ce genre de choses. D'accord? Est-ce que je peux avoir en une seconde une personne ici qui puisse venir se mettre debout devant moi? Ouais, rapidement. Du tout, très bien. Merci. Vous pouvez vous mettre juste là, vous deux. Ouais, vous pouvez lever vos mains, ça ne dérange pas. Voilà. Lorsque je mets la pièce dans sa main, il sent la pièce dans ma main froide aussi. Lorsque je l'enlève et que je retourne la main, il sent qu'il y avait finalement un petit fantôme de la pièce. C'est-à-dire qu'il sait que la pièce n'est plus, mais il continue par une mémoire tactile à sentir la pièce. Quelque chose qui est aussi utilisé par les médecins. Prenez vos deux mains. Okay. Là, c'est pareil. Prenez vos deux mains comme ça. Ok, ne bougez pas. D'accord? Fermez vos deux mains. Est-ce que vous sentez la pièce dans cette main? Ne bougez pas. 1, 2, 3. Ouvrez la main. Regardez-moi dans les yeux. Dans les yeux. Dans les yeux. Ok? Regardez-moi dans les yeux. Comme un miroir. Dans les yeux. Dans les yeux. Tout doucement. Regardez si votre main. Je la sens. Il a simulé, hein, c'est mon complice, on va à la plage tous les matins. C'est pas vrai, je le connais pas. Mais vous avez vu, finalement, il se concentre tellement sur une zone d'intérêt primaire visuelle, mais aussi perceptive au niveau tactile, qu'il n'a pas senti la pièce posée sur sa main. Maintenant qu'il connaît le secret du tour, si je fais le même tour, il va à la fois voir la pièce en vision périphérique et la sentir sur sa main, parce qu'il va décaler la fenêtre attentionnelle sur une autre zone d'intérêt. J'ai pris un risque, je ne voulais pas le faire du tout ce tour, mais bon, tant mieux si ça marche. Autre chose, je suis désolé de citer Binet, mais le titre de ma thèse portait le titre de son premier article. Je suis vraiment admiratif de cette personne, qui était une personne en plus très autocritique. Donc ça, c'est rare en science. Mais bon, c'est quelque chose de vraiment important. Il nous explique, Binet, que
il y a quelque chose d'autre qui peut concourir au détournement d'attention. Quand tous les yeux des spectateurs ou spectatrices sont fixés sur l'artiste, celui-ci peut déplacer tous les regards vers un point en regardant lui-même ce point sans affectation. S'il se tourne vers la droite, tous les spectateurs regarderont docilement dans ce sens. Donc lui, il parle du regard, ce qu'on appelle l'attention ouverte, mais il existe aussi l'attention couverte, c'est-à-dire que parfois il est possible que vous décaliez votre attention sans même vous en rendre compte sur une zone, parce que je regarde cette zone. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas détourné le regard, mais vous avez détourné votre attention. Je vous donne un exemple. C'est ce qu'ont montré certains expérimentateurs, Friesen et Kingston, en 98. En gros, la tâche, elle est hyper simple. Ça fait un peu CM, là, ça me plaît. Vous devez regarder le petit nez du petit bonhomme ici. Donc il est un peu glauque, on dirait qu'il est complètement dead, il n'est pas bien. Il a fait une grosse soirée, il n'est pas bien. Moi, je ressemble à ça après une grosse soirée. Et en fait, vous regardez le nez du bonhomme et vous savez qu'il y a un élément qui va apparaître à gauche ou à droite, un petit carré. Vous ne savez jamais si le petit carré va apparaître à gauche ou à droite. Une fois sur deux, il est à gauche, une fois sur deux, il est à droite. Ce que vous savez par contre, c'est que le regard du petit bonhomme, une fois sur deux, va regarder à gauche, une fois sur deux, à droite. Seulement, c'est complètement aléatoire. Autrement dit, le regard du bonhomme ne prédit en rien la position future de la cible. Une fois sur deux, il a juste, une fois sur deux, il a tort. Donc vous ne devriez pas porter intérêt à où regarde le petit bonhomme, vu que finalement c'est du hasard. Ok ? Jusque-là, tout va bien. Donc on demande aux participants de regarder le nez du bonhomme. Donc le regard ne bouge pas. On contrôle vraiment le regard fixe, donc c'est simplement l'attention qui va bouger. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on se rend compte que même si cet élément n'est pas du tout pertinent, lorsque le petit bonhomme il regarde à gauche et que la cible apparaît ensuite à gauche, eh ben, on est très rapide pour cliquer et pour détecter cette cible. A l'inverse, lorsque le petit bonhomme regarde à droite, par exemple, et que la cible apparaît à gauche, eh ben, on va être plus lent pour détecter la cible. On sait pertinemment qu'on ne doit pas utiliser l'information de là où regarde le bonhomme, et pourtant, d'une manière irrépressible et automatique, eh bien, notre attention va être capturée par cet indice social qui est le regard du petit bonhomme. Imaginez dans quelle mesure les magiciens peuvent utiliser cet indice social pour détourner votre attention. Eh bien, c'est ce que disait Binet, il avait totalement raison. Pour Binet, il existe un autre artifice qui permet de décupler l'effet du tour, c'est ce fameux boniment. Vous savez, on parle souvent de bonimenteurs, des gens qui arrivent tellement bien à manipuler la parole qui vont pouvoir finalement utiliser les mots pour détourner votre attention, pour biaiser votre perception, pour biaiser vos croyances aussi. Et je vais vous donner un exemple ici qui est concret, qui est vraiment pertinent. Robert Houdin, la deuxième personne que je cite ici, c'est quelqu'un qui est connu comme étant le père de la magie moderne. Il a inspiré le nom de Houdini, que vous connaissez toutes et tous certainement. Et c'était un magicien français à la base horloger qui a révolutionné la magie, notamment avec tout ce qui est optique, électromagnétisme ou ce genre de choses. Mais au niveau psychologique aussi, il nous explique que l'opérateur en magie simulée, c'est un profond dissimulateur dans ses paroles et dans ses actions. Il dit ce qu'il ne fait pas ce qu'il dit et fait ce qu'il se garde bien de dire. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et on va voir dans quelle mesure ce que dit le magicien peut complètement biaiser votre interprétation d'un événement qui, à la base, est complètement neutre. C'est l'expérience de Wiseman, Greening et Smith. Alors Wiseman, il est familier pour vous, vous ne le savez peut-être pas encore, mais c'est le monsieur avec les lunettes de tout à l'heure, qui en plus d'être un scientifique, a popularisé la psychologie à travers une chaîne YouTube que je vous invite à regarder. Il est millionnaire maintenant, il est blindé d'argent, de flouze, de thunes, de pépettes, de tout ce qu'on a envie d'avoir. Donc Wiseman, c'est quelqu'un d'un petit peu innovant dans ses méthodes et c'est super cool ce qu'il fait. Il va inviter des participantes et participants à mener une expérience un petit peu psychique, c'est-à-dire une expérience, ce qu'il appelle une séance médiumique. Donc les participants ne savent pas du tout qu'ils font partie en fait d'une expérience de psycho, ils pensent vraiment qu'ils font partie d'une séance médiumique. Donc imaginez l'ambiance, vous êtes un participant ou une participante, vous arrivez dans la salle et là il y a une table ronde. Tout le monde est assis autour de la table, vous prenez la main de tout le monde, la lumière se baisse et là il y a un médium qui arrive dans la salle et qui vous explique que voilà, sur cette table sont posés un maracas ou une maracas, je ne sais pas comment on dit, une petite clochette, une petite balle et que tous ensemble, on va essayer de créer du mouvement, d'invoquer les esprits et de faire quelque chose de paranormal, de surnaturel. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se prend la main, tout le monde se concentre sur la petite balle, petit à petit. Et là, imaginez, et la surprise de tout le monde, la petite balle se met à léviter, au ralenti, doucement, et elle retombe sur la table. Tout le monde se concentre sur la maracas, et là, clac, elle roule, et elle tombe sur le sol. Les gens commencent à y croire, commencent à se dire, mais c'est pas possible. Ce que les gens ignorent, c'est qu'en fait, le médium, c'est un magicien qui a un complice, derrière la scène, un complice qui utilise ce qu'on appelle le black art, c'est-à-dire qu'en fait la salle est tellement sombre que si vous prenez un petit stick, un petit bâton noir avec la boule au bout, vous n'allez pas voir le bâton,
mais vous allez voir la boule bouger qui est bien rouge. Donc en fait, derrière le rideau, il y a un petit monsieur avec son petit bâton qui fait léviter la balle. Tout ça, c'est pour activer dans l'esprit des participantes et des participants une croyance qui est fausse évidemment. Ensuite, ce que le médium va faire, c'est qu'il va inviter tout le monde à se concentrer, cette fois-ci, sur un autre élément, sur la petite clochette. Tout simplement. Concentrez-vous sur la clochette, voyez ce qui se passe. Évidemment, rien ne se passe. Dernière condition, dernier élément, le médium, cette fois-ci, demande à tout le monde de se concentrer sur la table et d'imaginer qu'elle bouge. Et le magicien leur dit, voilà, le médium, il leur dit, regardez bien, la table commence à bouger. Regardez, elle bouge, elle commence à se lever. Doucement, elle se lève. Regardez, elle se lève, etc., etc. Ce que les auteurs observent, c'est qu'en l'absence de suggestion verbale, c'est-à-dire lorsqu'ils leur demandent simplement de se concentrer sur la clochette, évidemment, quasiment aucun spectateur ou spectatrice ne voit la clochette bouger. Forcément, elle ne bouge pas. A l'inverse, lorsqu'ils suggèrent verbalement le fait que la table est en train de léviter, de bouger petit à petit, plus de 30% des participantes et des participants ont cette illusion perceptive et affirment que la table s'est levée doucement et qu'elle a un petit peu bougé. Vous voyez ici la puissance des mots. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? En fait, c'est assez simple. Vous avez un feedback de vos sens vous disent que rien ne bouge. Mais ce feedback, il va être en conflit avec ce que votre esprit s'attend à voir et a envie de voir. La suggestion verbale crée une attente, crée une croyance dans votre esprit, la croyance selon laquelle la table va bouger. Face à cette dissonance, il existe deux choix possibles. Admettre que mes croyances sont fausses et voir que la table ne bouge pas. Ou choisir l'inverse, admettre que mes croyances sont vraies et du coup, mettre de côté le feedback visuel au niveau du sensoriel visuel. Eh bien, certains participants et certaines participantes, celles et ceux qui sont sensibles autour, c'est des personnes finalement très suggestibles, souvent des personnes par exemple qui croient au paranormal, qui ont besoin de confirmer ces attentes. Et devinez quoi ? Qu'est-ce qui se passe selon vous ? Eh bien, les personnes suggestibles, c'est comme dans mes amphis en licence, les personnes suggestibles, finalement, vont avoir tendance à voir ce en quoi ils croient, là où les personnes non suggestibles vont avoir tendance à croire seulement ce qu'ils voient, le feedback visuel. Dans une autre expérience un petit peu similaire, Wiseman, toujours, le même monsieur, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va présenter un magicien qui plie une clé à distance, donc on fait croire que c'est quelqu'un de surnaturel, quelqu'un qui fait du paranormal, des choses surnaturelles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le magicien, il va plier la clé avec un tour de magie. Il va poser la clé pliée sur la table, et pour un groupe, il va expliquer que la clé continue à se plier petit à petit. Eh bien, 40% des participants face à cela vont avoir l'illusion perceptive que la clé a continué à se plier. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnes qui sont sensibles à l'illusion, c'est des personnes qui vont, lorsqu'on va les interroger, ne pas se souvenir du fait qu'il y a eu une suggestion verbale. Autrement dit, c'est certainement parce qu'ils n'ont plus cette information essentielle en tête qu'ils vont continuer à croire en cette illusion, parce que justement, la seule explication possible pour cette pliure, c'est peut-être cette suggestion verbale qu'ils n'ont plus à l'esprit. Donc vous voyez ici comment la puissance de vos croyances peut biaiser vos systèmes perceptifs, en créant justement cette espèce de conflit qui peut être résolu dans un sens si vous êtes suggestible, ou dans l'autre, qui est à l'opposé si vous êtes sceptique. Et ça, c'est intéressant. Alors, un effet que j'aime beaucoup, j'ai placé dans le boniment parce que c'est un petit peu pareil. Vous avez toutes et tous vu des shows de mentalistes à la télé. Vous connaissez peut-être la série Mentaliste, ce genre de série. Eh bien, il existe un effet qu'on appelle l'effet Barnum et qui permet finalement de donner l'illusion que vous arrivez à lire dans l'esprit de parfaits inconnus. Imaginez, vous êtes sur scène, le mentaliste ou la mentaliste vous fait monter sur scène et là, tout à coup, qu'est-ce qui se passe ? La personne vous dit, voilà, vous avez un choix entre 4 couleurs, rouge, bleu, vert, orange. Laquelle vous choisissez ? Bleu ? Vous êtes ce genre de personne. Vous êtes ce genre de personne, le bleu. Hein ? Dites-moi si je me trompe, je lis. Mais c'est écrit en tout petit, je vois rien du tout sur l'écran. Dites-moi si je me trompe, mais c'est écrit grand là par contre. Vous avez surmonté des épreuves difficiles récemment, et ça vous a appris à connaître vos faiblesses, tout comme vos forces cachées. Vous êtes quelqu'un qui privilégie la qualité de ces relations, pas la quantité. Vous êtes le bleu, vous êtes dans ce genre d'esprit. Ça, je l'ai lu. C'est certainement pour cela que vos amis s'appuient davantage sur vous que vous vous appuyez sur eux. Honnêtement, dans cet amphi, dans cette classe, levez la main celles et ceux qui se reconnaissent un petit peu là-dedans. Soyez pas timides, ça va créer un effet de foule, après ça va faire la hola, tout ça. On est bien d'accord. Cet effet Barnum, il s'appelle Barnum parce que vous connaissez les cirques Barnum. C'est le cirque de l'époque,
Barnum, pour se faire un peu plus de sous, parce qu'il n'en est certainement pas assez, il a créé un petit show comme ça de lecture à froid, où la personne disait des généralités sur les gens qui venaient, et tout le monde s'y reconnaissait, donc ils avaient l'impression que finalement, cette personne avait le pouvoir mystique de nous connaître mieux qu'on se connaît nous-mêmes, peut-être même de prédire le futur ou le passé, ce qui est encore autre chose. Eh bien, dans une expérience menée par Snyder et Schenkel en 1976, ce que les auteurs font, c'est qu'ils vous font passer un test de personnalité. Okay, vous êtes étudiant ou étudiante, vous passez un test de personnalité, c'est complètement fake, hein, c'est pas du tout un test de personnalité, et à la fin, on arrive avec un résultat, et on vous dit, voilà ce qui sort du test de personnalité, c'est cette description de vous-même. Sur une échelle de 1 à 7, à quel point elle vous correspond, et à quel point elle correspond à tout le monde, et pas à vous. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la plupart des gens ont l'impression que ces généralités correspondent davantage à leur personne qu'à tout le monde. On a tous ce besoin d'être unique. On est d'accord? Pourquoi est-ce qu'on vivrait sur Terre si notre film n'était pas un peu plus unique que le film des autres? Ça serait hyper triste, pourtant c'est un peu vrai. Vous en rendrez compte à la toute fin. On n'est pas encore là, j'espère. Ça, c'est intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les auteurs se rendent compte qu'en fait, l'effet est inversé lorsque la description est négative. Lorsqu'on vous dit « vous manquez parfois de confiance en vous », il vous arrive de trahir vos amis, ce genre de choses. Là, par contre, ça décrit tout le monde, beaucoup plus que moi-même. Ça, c'est évident. Bah oui, un biais de positivité, on a envie d'être meilleur que les autres, et que notre film soit meilleur que les autres. On n'a pas envie d'être la mauvaise personne du film, évidemment. Donc ça, c'est hyper intéressant, parce que les magiciens, lorsqu'ils utilisent ça, les horoscopes, les voyantes ou les voyants, ils vont justement utiliser un petit gimmick comme ça, pour vous faire croire qu'ils vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Donc c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum, l'effet Forer ou l'effet Puy, ça a différents noms pour définir la même chose. Essayez avec vos proches des généralités comme ça donnerait l'impression à cette personne que vous la connaissez mieux qu'elle se connaît elle-même. Ça peut avoir des limites, évidemment. Showtime. Ah merde, c'est à moi de... J'avais complètement zappé que je faisais un truc. On finit pas, hein. J'ai 4 cartes. 1, 2, 3 et 4 cartes. Regardez bien attentivement les cartes. Je vais essayer de montrer à tout le monde. Et retenez juste ce qu'il y a sur les cartes. D'accord? Vous voyez ou pas? Ok, on va le faire vraiment doucement. La numéro 1, la numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire ce qu'il y a derrière la numéro 2? Levez la main ceux qui ont vu un triangle. D'accord. Non? Non plus? Non plus? Alors, je vais me permettre une petite fantasquerie. C'est impossible de s'étendre, c'est génial. En fait, il n'existe aucun triangle. Okay, alors ça, c'était juste un tour de magie. Il existe un triangle, c'est le numéro 4. Oubliez ce que vous venez de voir. On va revenir dessus juste après. Ne vous fiez pas... Je crois que c'était le mauvais micro. Il avait l'odeur de quelqu'un d'autre, c'est pour ça. Ne vous fiez pas trop à vos intuitions. En fait, quand vous prenez pas du tout. Quand vous prenez des décisions et que vous interprétez le monde, vous avez tendance, notamment dans ces prises de décision, à faire des décisions parfois qui sont rapides et intuitives. C'est ce qu'on appelle chez nous le système 1. C'est comme si on avait deux systèmes en nous. Un système qui prend des décisions rapidement sur la base d'intuition, des décisions automatiques, des décisions de la vie de tous les jours. Quand vous choisissez un croissant le matin, vous rigolez, mais vous ne prenez pas 10 heures à choisir ce croissant en vous disant plutôt celui de gauche, de droite, etc. D'accord? Certaines personnes font ça, mais c'est des personnes catégorisées dans le rang chiant. Après, il y a des personnes qui sont plutôt système 2. Alors, je ne dis pas qu'il y a des personnes système 2 ou système 1, on a tous un système 1, un système 2. Mais il y a des prises de décision qui sont plutôt système 2. C'est des décisions que vous prenez dans la vie de tous les jours, mais dans des situations qui ne sont pas habituelles. C'est des situations qui sont tellement pas habituelles que vous ne savez pas comment réagir face à cette situation et vous avez besoin d'activer des mécanismes plus conscients, plus réfléchis, de prendre le temps d'analyser. Par exemple, je vous dis, voilà, il y a le T2, je ne sais pas comment ça s'appelle ici, la rail du TER, du tram. Le gars qui s'y croit trop, il se dit, voilà, ça fait un mois que je suis à Paris. Non, mais vous avez la rail du tram et vous avez le choix, soit vous poussez une personne sur les rails et ça va sauver tout le monde, soit vous laissez tout le monde crever. Okay, c'est le fameux dilemme du tram. Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est plutôt un choix système 2. Il faut poser vraiment le pour et le contre.
Et en fait, le système 1, il est tellement rapide qu'il nous permet de prendre des décisions qui sont cool, qui sont rapides dans la vie de tous les jours. Mais en fait, le problème de ces décisions, c'est qu'elles sont aussi sujettes à certaines erreurs, parce que si vous réfléchissez trop vite, vous faites des fois des raccourcis qui ne sont pas les bons. Est-ce que vous connaissez le problème de la batte et de la balle? Super. Moi non plus, ça tombe bien. Si une batte et une balle coûtent ensemble... Ouais, je suis un peu lourd. Si une batte, ça dure encore une demi-heure. Donc. Si une batte et une balle coûtent ensemble 1,10 €, ok, ensemble, ça vaut 1,10 €, vous avez envie de grenier, tout ça, 1,10 €, et que la batte vaut 1 € de plus que la balle. Quel est le prix de la balle? Question simple. Ok, ensemble, ça vaut 1,10 €, la batte vaut 1 € de plus que la balle. Quel est le prix de la balle? Réponse intuitive. 10 centimes. Hein? Pas du tout. Non, 10 centimes. Réponse intuitive. En fait, la bonne réponse, c'est 5 centimes. Rassurez-vous, il y a plein de gens d'Harvard qui se plantent aussi. Pourtant, ils sont à Harvard, c'est-à-dire ils sont pas à l'université de Paris, quoi. Ils sont encore moins à l'université de Besançon. Je ne dis rien pour eux. Ça va, on m'a pas pris à l'université de Besançon, je peux du coup cracher dessus un petit peu. Ça ne veut pas dire que je les adore pas, j'ai fait moi-même ma scolarité ici. En effet, réfléchissez bien. Si la balle coûte 10 centimes et que la batte coûte 1 € de plus que 10 centimes, ça veut dire que la batte en elle-même coûte déjà 1,10 €. Ah oui, 1 € de plus que 10 centimes, c'est déjà 1,10 €. Donc si la batte coûte 1,10 €, vous rajoutez à ça 10 centimes, le tout fait 1,20 €. Là, j'ai activé votre système 2, votre système analytique que vous n'avez pas activé en amont. Si la balle coûte 5 centimes, 1 € de plus que 5 centimes, c'est 1,05 € plus 5 centimes, 1,10 €. La bonne réponse est là. Question. Pourquoi est-ce que vous êtes planté? Je me suis aussi planté à la base. Eh bien, selon certains auteurs, ça viendrait d'une erreur qu'on appelle l'erreur de substitution d'attributs. Face à un énoncé complexe, inhabituel, eh bien, vous auriez tendance à substituer certains éléments de cet énoncé complexe pour le rendre plus facile à traiter, sur la base notamment de vos attentes ou sur la base de vos connaissances. Est-ce que dans la vie de tous les jours, vous dites souvent à vos amis « Vas-y, je te paye ton café, il vaut 1 € de plus que le mien ». Déjà, vous dites jamais « Vas-y, je te paye un café », mais c'est une autre histoire. Il vaut 1 € de plus que le mien. Non, c'est pas habituel. Donc votre esprit, face à cet énoncé complexe, il va le traduire par quelque chose de plus logique, de plus simple. Sur la base de ses connaissances et de ses attentes, il va le traiter comme si l'énoncé était « et que la batte coûte 1 €. Si la balle et la batte coûtent 1,10 € et que la batte coûte 1 €, effectivement, 10 centimes, ça devient la bonne réponse. Autrement dit, vous donnez une réponse correcte à un énoncé qui est devenu faux. Donc vous donnez une réponse fausse sur un système de transitivité. Et il y a des auteurs, comme un prix Nobel qui s'appelle M. Kahneman, qui est blindé de flouze, peut-être un peu moins que Weizmann, mais je ne sais pas, je n'aurais pas demandé, qui s'est dit que ce principe de substitution d'attributs, de simplification, ça pouvait aussi avoir lieu au niveau perceptif. Peut-être, pourquoi pas? C'est pas affiché. Qu'est-ce que vous voyez ici? Une pyramide. Évidemment, elle n'existe pas, c'est une illusion. Votre esprit va créer des traits qui n'existent pas. Votre esprit va substituer à l'absence de traits la présence de traits. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre esprit il a besoin de traiter tellement d'informations que parfois il est obligé de simplifier. Votre esprit est obligé de ranger les choses dans des catégories, quitte à rogner des bords ou à rajouter des bords pour donner de la cohérence. Si chaque forme était unique, si chaque table avait un nom, la table 1, la table bêta, etc., ça serait vraiment chiant. Donc il faut à un moment donné que votre esprit catégorise les choses pour traiter l'information de manière plus simple, et c'est ce qui se passe ici. Ce triangle n'existe pas, on substitue à l'absence la présence. Si j'enlève les petits Pac-Man, le triangle n'existe plus. Lorsque vous voyez le Père Noël dans des nuages, c'est pareil, vous simplifiez. Vous allez rajouter des choses, rogner des bords, pour que ce nuage, qui ne représente absolument pas le Père Noël, finalement, soit rangé dans la catégorie d'une forme existante. Ça, je n'en parlerai pas plus. On ne sait jamais, peut-être que vous allez le passer. Je ne veux pas influencer vos réponses et biaiser les Rorschach de plein de personnes. Eh bien, c'est ce qui se passe ici avec cette illusion perceptive. Vous vous souvenez? Je vous ai montré les cartes une par une. En réalité, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai montré la carte du dessous du jeu. J'ai retourné mon poignet et très ouvertement, devant vos yeux, devant votre attention, j'ai posé la carte du dessus au lieu de poser la carte du dessous. D'accord? Je le refais. La carte du dessous est là, c'est un triangle. Je tourne la main, donc le triangle est en dessous. Au lieu de prendre la carte du dessous, je prends celle du dessus et je la pose sur la table. Tout simplement. C'est nul, hein? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est tellement nul, mais pourtant ça marche. Et en fait, ce genre de système est tellement intuitif que même si vous avez la connaissance, ça reste toujours un petit peu bluffant. C'est
quelque chose d'un petit peu impénétrable. Un peu moins que la pyramide, mais c'est un peu impénétrable. L'idée ici, c'est qu'en fait, selon notre hypothèse, ça viendrait d'un problème de système 1, votre système intuitif, qui fait une erreur sur la base de ses attentes. Une carte a été montrée et une autre a été distribuée. Ça, c'est l'événement réel. Et votre information du tout, votre cerveau va traiter cette information en se disant que finalement, une carte a été montrée, donc ça doit être cette carte qui a été posée, sinon ça n'a aucun sens. Donc je vais me dire que c'est le cas et je vais en tout cas imaginer que cette séquence perceptive était faite ainsi. Et ce qui est intéressant, c'est quand on demande aux participantes et participants de refaire l'action, ils vont faire ça. Je leur dis refaites ce que je viens de faire, ils font voilà. Et vraiment, ils sont sûrs d'eux, c'est impressionnant. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que pour certains participants, je leur montrais la carte du dessous, je retournais mon poignet et je leur disais quelle carte je dois poser sur la table si je veux poser le triangle sur la table. Tout le monde me disait la carte du dessous, je suis pas débile. Ok. Et juste après, je faisais l'inverse de ce qu'ils venaient de me dire. Je montrais celle du dessous, je retournais mon poignet, je prenais celle du dessus et ça marchait. Pour 50% des participantes et participants, ça marchait. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Système de substitution. On substitue certains éléments de la séquence pour la rendre cohérente avec ce que l'on connaît. C'est ce qui vient de se passer ici. Showtime. Voilà. Regardez bien la balle. Combien parmi vous ont vu la balle disparaître en l'air? Personne. Ah non, ça me fait peur. Sortir de l'écran? Ouais. Alors en fait, la balle n'est jamais sortie de l'écran. Voilà ce qui se passe. Alors si ça marche 2 fois chez vous, ça va être horrible. J'ai les mains tellement moites que ça marche tellement bien. Ok? Spider-Man. Cet effet, il est vachement bien décrit par Alfred. Ce bon vieux Alfred. Ah, mais avec grand plaisir. Ah, un petit malin, parce qu'il sait que c'est vraiment une vidéo, je la lance en l'air pour être sûr que ça marche. On se la remet. Come on. Voilà. Normalement, vous êtes beaucoup moins sensible maintenant. C'est pour ça, ne jamais faire 2 fois le même tour, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. Ou au contraire, on connaît nos attentes et ça peut biaiser la chose. Binet nous dit qu'on feint de jeter, alors c'est un tour qui est vieux comme le monde, hein. On feint de jeter une orange en l'air en faisant le mouvement de lancer de l'orange. De lancer de l'orange, certainement. Mais en retenant celle-ci dans la main, dès que nous percevons un premier acte, nous supposons le second, parce qu'il en est la conséquence logique ou simplement l'accompagnement habituel. Nous faisons plus que le supposer, nous ne le représentons si vivement que nous croyons le voir. Ici, c'est la même chose. Les 60% de participants qui sont sensibles à ce tour, parce que c'est le cas, sont certainement des personnes qui ont tendance à voir ce en quoi ils croient, plutôt que croire ce qu'ils voient, c'est-à-dire une balle qui reste dans ma main. Ils s'attendent tellement à voir cette balle monter en l'air qu'ils vont, comme le triangle de tout à l'heure, vous vous souvenez, substituer à l'absence de trajectoire une trajectoire imaginaire. Ce n'est pas un trait imaginaire, mais c'est une trajectoire, un mouvement imaginaire que vous allez voir. Et il y a un effet qui est connu en psycho. Alors, voilà, c'est de la psycho. C'est bien moins robuste, évidemment, qu'en magie. Moi, j'ai les 2 casquettes, je m'en fous, je peux le dire, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle l'effet de RM, représentational momentum, sur représenter l'instant d'après. C'est ce qu'on appelle l'extrapolation du mouvement en français. C'est la tendance, je ne le connais pas, c'est ça que je lis. Alors apparemment, c'est la tendance des observateurs à se souvenir du point d'arrêt d'une scène dynamique, blablabla, on s'en fout, c'est incompréhensible. Ce qui se passe, c'est que vous demandez aux spectateurs, vous voyez un petit point sur l'écran qui bouge, et vous demandez aux spectatrices et spectateurs de cliquer au moment où l'objet disparaît, de cliquer là où il a disparu, cet objet. Okay, donc la boule bouge, le petit point bouge, il disparaît, vous devez cliquer là où il a disparu. Et ce qu'ils se rendent compte, les auteurs, c'est que les participantes et participants cliquent un peu plus en avant dans le sens du mouvement que là où l'objet a vraiment disparu, mais aussi, lorsqu'il bouge horizontalement, un peu plus vers le bas. Parce qu'en fait, les personnes anticipent l'effet que pourrait avoir la gravité sur le mouvement de cet objet imaginaire. La puissance de l'esprit. Alors, désolé, voilà, je vous le dis comme ça, et ça va rester ancré, vous le saurez, vous vivez pas du tout dans le présent. Genre, mais pas du tout. Vous êtes dans le passé tout le temps. Voilà, là vous êtes dans le passé, là voilà. Back to the future, tout ça, vous vivez dans le passé. C'est vrai, votre œil, c'est une caméra. Okay, cette caméra, imaginons, elle prend une photo de l'instant présent. Super. Cette caméra prend une photo. Le temps que cette photo soit transmise à votre cerveau et que le cerveau traite cette information, eh bien cette photo, lorsqu'elle émerge à votre conscience, elle n'est déjà plus vraie. L'instant d'après a déjà eu lieu. Vous vivez toujours avec un tout petit temps de retard par rapport au présent. Ça marche aussi sur d'autres systèmes sensoriels, évidemment. Rassurez-vous,
vous êtes au bon endroit. Non, rassurez-vous. C'est une private joke pour eux. Voilà. Je m'en remets. Rassurez-vous, vous avez des systèmes qui compensent ce problème. Des systèmes d'anticipation perceptive. C'est-à-dire que votre cerveau ne va pas traiter cette information visuelle de mouvement d'une manière neutre. Elle va compenser ce manque en imaginant l'instant d'après, en créant cette image mentale de l'instant d'après. Et c'est ça qui crée l'illusion. Évidemment, l'illusion ici est bien moins forte que celle de la balle qui disparaît en l'air. C'est certainement parce que les deux reposent peut-être sur des mécanismes communs ou pas forcément. Et c'est une question qu'on essaye d'investiguer et de mieux comprendre. La suite au prochain épisode. Ça veut dire qu'on n'a pas de résultat du tout, que ça ne sort pas, mais c'est d'une manière très gracieuse. Ça n'empêche pas de publier des articles sur l'absence de résultats. Autre effet de Binet qui m'intéresse beaucoup, il explique que si nous regardons un enfant qui joue à la balle, voilà, chacun ses activités. Après, il arrive des moments très courts où nous cessons de voir la main de l'enfant. Nous croirons cependant ridicule d'en conclure que cet enfant est devenu brusquement manchot. Évidemment. Une image mentale détaillée qui reste constamment en éveil complète la sensation et empêche d'en remarquer les lacunes. Il nous explique ici qu'en l'absence... Vous savez le fameux tour du pouce là. Tout ça, ouais. J'ai dit que ça serait showtime ce soir. Hein. On est bon là. Vous pouvez me suivre sur Instagram, il y a des vidéos qui sont un peu meilleures que celle-là. Ça me fera quelques vues en plus. L'idée de base, c'est que finalement notre cerveau complète tout le temps l'absence d'informations sur la base de ses connaissances. Voici un exemple concret de ce que j'en ai montré d'autres en amont, hein, Showtime. Voilà, d'une personne méconnue qui mérite à être connaître. Voilà. Je fais un petit AVC, mais c'est passé. Qui mérite d'être connue. Faut pas rigoler avec ça. Hein, regardez bien, la petite balle qui l'évite, c'est une louche. Alors ce qui me détruit, c'est que j'ai entendu à droite du public quelqu'un qui était très très fier et qui a dit « c'est une louche !» avant tout le monde. Mais c'est bien, ça crée une sorte d'effet de réconfort, de fierté. Alors c'est vrai, c'est une louche. En fait, cet effet, il est hyper connu des magiciens. D'accord ? Le magicien sait que votre cerveau va compléter les éléments qui ne sont pas perçus sur la base de ses connaissances et de la logique. C'est comme ça qu'on peut voir le monstre du Loch Ness à travers 3 éléments qui sont présents sur une vague. Votre esprit va faire le tour et imaginer la continuité du corps. Donc parfois, ces gens ont vu le monstre du Loch Ness alors que c'était juste 3 canards sur des vagues espacés à la bonne distance qui donnait cette illusion de continuité sous l'eau. Alerte spoil. Voilà. Ok ? Mais votre cerveau crée la complétion perceptive. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de complétion amodale ou modale. Je rentre pas dans les détails, ça devient trop scientifique, même pour moi. Houdin, le fameux. Houdin, Houdini, en mieux. Houdin. Houdin nous explique que on ne doit en rien négliger ce qui peut concourir à égarer l'esprit des spectateurs. Aussi, lorsque vous présentez un tour, tâchez de faire attribuer son exécution à un tout autre principe que celui qui le produit. C'est ce qu'on appelle en magie la fausse solution. Égarer l'esprit des participants ou des spectatrices ou spectateurs en plaçant leur esprit vers une solution qui n'est pas la bonne, ce qui détournera leur esprit de la bonne solution. J'ai pris un exemple des années, je ne sais pas combien. C'est en noir et blanc, j'ose imaginer que ce n'est pas récent. On va parler de l'éther. Mesdames et messieurs, j'ai découvert dans l'éther une propriété merveilleuse. Arrivée à son plus haut degré de concentration, cette liqueur, si on la fait respirer à un être humain, le patient devient aussi léger qu'un ballon. Si on fait respirer de l'éther, un patient devient aussi léger qu'un ballon. C'est à l'époque, hein. C'est vrai que ça fait un peu planer l'éther, donc ça donne cette impression un peu volatile. Donc il fait sniffer, on ne sait pas quoi, son assistante. Avec des bruits. Et là, regardez bien. Excellent. Elle l'évite comme un ballon, indépendamment de sa forme corporelle. D'accord ? Oui ? Non ? Peut-être ? Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est ce que beaucoup de magiciens utilisaient à l'époque, donner l'impression que le principe est scientifique, alors qu'en fait c'est un trucage mécanique. Ce qui va égarer l'esprit des spectatrices et spectateurs vers une solution qui est assez confortable pour qu'elle suffise. Ok, c'est scientifique, donc c'est bon, j'ai pas besoin de chercher plus loin, je sais pas comment, mais c'est scientifique. Vous savez pas comment votre voiture fonctionne, ou peut-être, mais c'est scientifique, donc pas besoin de chercher plus loin. Idem pour votre PC.
Alors qu'en fait, un PC, c'est plus magique que la plupart des tours de magie si vous réfléchissez avec 20 ans de retard. Tout est relatif. Ici, le principe est simple, hein, c'est une armature qui passe tout le long. Mais hors de ce principe, hors de cette fausse solution, eh bien, peut-être que de nombreux participants trouveraient le secret du tour facilement parce que leur regard, parce que leur esprit tournerait son attention vers une bonne représentation du problème. A l'inverse, si on détourne cette attention mentale, cette attention spirituelle, eh bien, on peut empêcher les spectatrices et spectateurs de trouver le secret du tour. Très rapidement, je vous donne un exemple. Ce principe, il est connu en psychologie sous le nom d'effet Einstellung. C'est un nom barbare pour dire fixation de pensée. Imaginez, vous présentez à vos spectatrices et spectateurs, participantes et participants, on est en psychologie, des jarres qui ont différentes tailles, okay, A, B et C. Et en fait, en transposant les jarres les unes dans les autres, le contenu des jarres les unes dans les autres, vous devez atteindre une cible, c'est-à-dire une certaine quantité d'eau. Pas compliqué. Un peu comme en cuisine. Okay, vous transvasez, vous atteignez une certaine quantité d'eau. Ce que les participantes et participants ignorent, c'est qu'en fait, eh bien, la solution aux 5 premiers problèmes, c'est toujours la même. Il faut transposer B dans A et enlever 2 fois le contenu de C au total. Donc la solution, c'est B moins A moins 2C. Jusque-là, ça va ou pas? Solution qui est toujours la même, une solution qui devient familière. Ensuite, l'expérimentateur donne un nouveau problème dans lequel cette solution familière fonctionne, mais une solution alternative bien plus courte fonctionne aussi. Juste transvaser, enlever une quantité de C à A ou rajouter une quantité de C à A. Donc juste un mouvement. Qu'est-ce qui se passe? L'ensemble des participants trouvent la solution familière, parce qu'elle est devenue familière, et sont aveugles à la solution alternative qui se fait en un seul mouvement. Ils ne la voient pas. Elle est pourtant très simple. Chose encore plus impressionnante, lors d'un dernier essai, la solution familière est rendue impossible. Seule la solution alternative en un mouvement fonctionne. Eh bien, les participants vont essayer pendant 2 minutes la solution familière, voir qu'elle ne fonctionne pas et finir par vous dire qu'il n'y a pas de solution à ce problème. Ils ne vont pas trouver cette solution, finalement, qui est très simple, qui est meilleure. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet Einstellung. Hein. Comment la présence, lorsque nous sommes exposés à un problème, la présence d'une solution familière va vous rendre aveugle à une solution alternative moins familière, parce que vous avez fixé votre esprit sur cette solution familière. C'est quelque chose qui fonctionne aussi, je le dis rapidement, chez les experts aux échecs. En gros, vous montrez à des experts aux échecs une situation dans laquelle il existe 2 solutions pour maître échec et maths. Une solution en 3 mouvements, une solution en 5 mouvements. La solution en 5 mouvements, c'est une solution qui est longue, mais que tout le monde connaît. Tous les experts la connaissent. La solution en 3 mouvements, c'est une solution plus courte, qui est un peu moins familière aux experts. Et bien, qu'est-ce que vont faire les experts? La plupart des experts vont découvrir la solution la plus familière et ne pas trouver la solution alternative. Ils vont rester fixés sur cette solution à 5 mouvements. Il n'y a que les plus grands experts internationaux qui ont la flexibilité mentale de se désengager de cette solution familière, de l'inhiber, pour trouver une autre représentation du problème dans laquelle se trouve la solution alternative moins familière en 3 coups. Et chose encore plus intéressante, c'est quand on analyse le mouvement oculaire des participantes et participants, eh bien on se rend compte qu'en fait, alors que ces participants disent chercher des alternatives quand ils trouvent la solution familière, la plupart d'entre eux continuent à fixer les éléments qui confirment la solution en 5 coups, même lorsqu'ils pensent chercher une alternative. C'est comme si leur regard était attiré vers les éléments qui confirment leur solution familière. Donc finalement, ils ne cherchent pas vraiment d'alternative. Donc ça, vraiment, en 2 mots, c'est quelque chose qu'on a testé dans une expérience méga simple. Voilà, je vous l'attends une seconde. Joker, j'ai cliqué des doigts, pas du tout, j'ai claqué des doigts, et elle va apparaître dans ma poche arrière. Waouh. Ok, c'est nul, c'est pourri, c'est... Ouais. Je peux... Donc en fait, ce tour, il est pourri, il est nul. Face à cette situation, la plupart des participantes et participants trouvent le secret du tour. Seulement, on a fait une autre condition dans laquelle je monte la carte, et là, je vais instaurer une solution que je rends fausse. Je vais faire semblant de la mettre dans ma main, donc tout le monde y croit. Hein. Puis je monte ma main vide, donc tout le monde sait que le but c'est de faire passer la carte dans ma poche arrière. Je montre la main comme ça, je la montre vide, donc je désactive cette solution qui est fausse. Donc tout le monde sait qu'elle est fausse, hein, vu que je viens de la désactiver. Et je produis la carte de ma poche arrière. Finalement, c'est la même chose. Hein. J'active quelque chose qui est montré comme étant faux, ça devrait ne pas exister, ne plus exister. Et ben, nos résultats montrent que lorsqu'il n'y a pas de fausse solution, 90% des participantes et participants trouvent le secret du tour, qui est évident. Par contre, et ça c'est intéressant, lorsque je mets la solution fausse, à peu près 60% des participantes et participants trouvent la solution. Ils sont bien moins nombreux et bien moins nombreuses. D'accord? Pourtant, aucune et aucun d'entre eux ne propose la solution fausse comme une solution probable. Personne ne me dit vous avez la carte dans la main, parce qu'ils savent que c'est faux. Alors qu'est-ce qui se passe ici? En fait, la solution fausse, elle va activer un ensemble de représentations. Elle va activer l'idée selon laquelle la carte est unique. Que cette carte unique va voyager physiquement. Comment? Avec quelque chose qui cache la carte.
Lorsque je montre que ma main est vide, ça désactive l'idée selon laquelle c'est ma main qui va cacher la carte. Mais l'idée selon laquelle la carte est unique, qu'elle va voyager physiquement avec quelque chose qui la cache, c'est une représentation périphérique qui reste active. Et si vous restez fixé sur cette représentation, vous ne risquez pas de trouver la solution du tour qui se trouve dans une autre représentation du problème. Et dans cette autre représentation, c'est la représentation sur laquelle la carte est un duplicata. Donc en fait, on ne va pas tant fixer l'esprit des participants sur cette fausse solution, on va fixer l'esprit des participants sur tout ce qui a été activé par cette fausse solution. Et c'est des stéréotypes qui restent activés. Et finalement, l'effet Einstellung, ça pourrait avoir des effets dramatiques, par exemple en politique, ou si vous arrivez chez votre médecin et que vous dites, voilà, j'ai lu sur Doctissimo que j'avais tel symptôme, je pense avoir ça. Dans quelle mesure, en disant vos symptômes, vous créez une représentation fausse dans l'esprit du docteur ou de la doctoresse, alors que cette personne sait pertinemment qu'elle ne doit pas prendre en compte ces éléments, mais ne peut pas s'empêcher de le faire. Ça peut avoir aussi un lien avec les affaires judiciaires, donc, comme j'ai dit tout à l'heure. Dans quelle mesure une information qui est ensuite rétractée va continuer à influencer votre raisonnement. Ça marche? Je finis avec un dernier truc, rapidement. L'illusionniste est sur scène. Okay, l'illusionniste est sur scène. Son fils est en face. Okay, l'illusionniste est sur scène et puis son fils est en face. Et l'illusionniste meurt noyé. Terrible. Hein, c'est comme Houdini en différent. L'illusionniste meurt noyé. Et là, le fils, évidemment, est très triste. Donc le fils court vers son père qui vient le rassurer. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Ouais. Alors le père, c'est la maman. Après, on vient tous de familles différentes, je juge pas. Non, oui. Non, c'est son père. Non, c'est vraiment son père. L'illusionniste est mort et c'est son père qui vient rassurer l'enfant. Je ne sais pas quoi vous dire. L'illusionniste est la maman. Oui, merci, c'est vrai. Je vous taquine, mais c'est exactement ça. L'illusionniste n'est pas un homme, c'est une femme. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est un biais de représentativité. Vous avez tellement d'images mentales d'hommes magiciens en tête qu'il était inimaginable pour votre système 1 intuitif d'imaginer que l'illusionniste était une femme. Preuve presque de sexisme. Et en parlant de sexisme, on s'est intéressé à ça un petit peu. On s'est demandé si les magiciennes étaient moins fortes que les magiciens. La réponse est non. Par contre, on s'est demandé si des tours effectués par des magiciennes étaient moins impressionnants que des tours effectués par des magiciens. Donc, on présentait des tours de magie en vidéo à des hommes et des femmes. Une fois sur deux, on disait que ce tour était effectué par Nicolas. Une fois sur deux, par Nicole. Voici un exemple de tour de magie, Showtime, avec un dé. Merci, il faut toujours quelqu'un qui... Tac, on voit que les mains, on ne sait pas quel est le genre du magicien ou de la magicienne. Là, d'ailleurs, moi-même, je ne sais pas si c'est mes mains ou ceux de la magicienne, parce qu'il y a vraiment une magicienne dans l'eau, mais les vidéos étaient mises aléatoirement, donc on ne savait pas. Ils sont nuls un peu les tours. Hein. Ça va, c'est pas ouf non plus. Et bien, ce qu'on observe dans la première expérience, c'est où? Ah voilà. C'est qu'en fait, Nathalie, donc c'est le petit triangle ici, et ben son tour, ces tours à Nathalie sont jugés vachement moins impressionnants sur une échelle de 1 à 7, à 3,9 et des brouettes, par rapport à Nicolas qui est plutôt au-dessus de 4. Autrement dit, les tours effectués par Nicole sont moins impressionnants que ceux effectués par Nicolas, alors qu'en réalité, ce que les gens ignorent, c'est que c'est exactement les mêmes tours. D'accord? Dans une deuxième expérience, ce qui est drôle, c'est qu'on leur disait « Ok, mais vous allez devoir juger ça et expliquer quel est le secret du tour. » La plupart des gens étaient incapables d'expliquer le secret des tours. Et à ce moment-là, sachant qu'ils étaient incapables d'expliquer le secret, la différence n'existait plus. On dirait à l'œil qu'elle y est, mais il n'y a plus de différence entre Nicolas et Nicole. Évidemment, comment dire Nicole, elle est nulle hein? Par contre, je ne sais pas du tout comment elle fait. Évidemment. Donc cette étude, elle rejoint d'autres études passées. Hein. Par exemple, si vous devez juger une femme en pantalon ou en jupe et dire dans quelle mesure elle est efficace pour réparer un ordinateur, la femme présentée avec un pantalon sera jugée comme beaucoup plus efficace qu'une femme avec une jupe. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de représentations mentales, de stéréotypes, et ces stéréotypes de genre vont venir contaminer votre jugement, votre perception, dans une espèce de biais de confirmation d'hypothèse. Vous faites l'hypothèse que les femmes sont nulles, vous voyez un tour de magie, il faut confirmer cette hypothèse, parce que le stéréotype le dicte. Comment vos croyances impactent ce que vous voyez? Donc finalement, le open door final, là, c'est... Finalement, la magie, c'est quelque chose d'hyper intéressant. La cryptozoologie, c'est ce qu'a mis en avant Conan Doyle dans Le Monde perdu. C'est l'étude des animaux qui n'existent pas, des espèces encore inconnues à ce jour. Et finalement, peut-être que la magie, surtout la magie moderne, dissimule des espèces à ce jour inconnues de la psychologie. Peut-être.
ou des processus, des subtilités qu'on ne connaît pas encore. En tout cas, la magie va offrir un terrain d'investigation innovant, original, pour mettre en lumière, d'une manière assez radicale, des effets psychologiques qui sont généralement assez robustes. Et c'est ça qui est intéressant. Dernière chose, il faut aussi se dire que ces études ne sont pas là pour dénoncer ce qu'est la magie. On a des limites. Mais en tout cas, l'ensemble de ces études, en comprenant mieux les processus en jeu dans la prestidigitation, pourront, je l'espère, moi-même en tant que magicien, aider les magiciens à cibler ce qui est important dans leur tour pour rendre leur prestige encore plus agréable et impressionnant pour le public. Je vous remercie de votre attention. Il a réservé le restaurant, c'est pour ça qu'il n'y a pas 10 ou 15 questions. Non, c'est bon, j'ai compris. Comment j'ai commencé à faire ce travail? Alors, il faut savoir qu'en fait, j'ai commencé la magie avec mon meilleur ami qui est dans la salle. Tu peux lever la main. Et en fait, on a commencé à magier ensemble en première année de fac, ici, à Besançon. Dans les amphis, on manipulait nos cartes pendant qu'on écoutait les cours. Hein. On pouvait faire, on est multitâche, donc ça se passait bien. On était dans une forme de compétition amicale pour savoir qui ferait toujours le meilleur tour. Donc on a appris ça un peu plus vite parce qu'on était en interaction positive. Mais surtout, ce qu'on faisait aussi ensemble, alors pas ça, l'autre. Ce qu'on faisait surtout ensemble, c'est désolé. Hein, ouais. C'était essayer finalement de mettre en lien ce qu'on voyait dans nos tours de magie et ce qu'on nous apprenait à la fac. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des liens très étroits entre ce qu'on nous apprenait et des tours de magie. Combien de fois on s'est dit, mais c'est dingue, ce qu'ils disent là en psycho, c'est cool, mais c'est évident, on le connaît en magie depuis des années, genre c'est nul, on le sait ça. Et là, on s'est dit, mais en fait, si la magie, elle a ce côté, on sait tout ça, c'est peut-être que la magie ignore aussi certaines choses. C'est comme les personnes qui ont trop confiance en elles. Hein. Et finalement, en faisant ces liens, très vite est née l'idée que peut-être cette étude pouvait être intéressante. À la base, ma thèse n'était pas financée sur ce sujet, mais j'ai commencé à lire la littérature qui est en croissance exponentielle depuis une quinzaine d'années, et je me suis dit, mais il y a vraiment là un terrain dans lequel je peux m'insérer pour associer mes deux passions. Et il n'y a rien de tel dans la vie que de vivre de deux passions simultanées qui s'alimentent l'une et l'autre. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ils ont payé plus cher pour être au premier rang, vous ne pouvez pas poser de questions. Ouais. Par rapport à l'aspect psychologique, moi, quand je vois un tour de magie, j'ai le plaisir de me faire avoir. Donc, est-ce que ça joue pas aussi dans ce fait-là? C'est-à-dire que pour moi, d'entrée de jeu, je me dis, de toute façon, je vais même pas chercher à savoir ou je sais pas quoi. Ouais. Voilà. Je pense qu'il y a des différences inter-individuelles, donc entre les individus, d'où le labo de différences inter-individuelles, au niveau de ce plaisir. Il y a des gens qui voient des tours de magie un petit peu comme un puzzle, c'est-à-dire un problème à résoudre. Ils ont besoin de résoudre ça parce qu'en fait, cette dissonance, elle n'est pas agréable pour eux, elle les menace. Ne pas comprendre, ça veut dire que je suis en danger. Après, se questionner pourquoi ces gens se sentent en danger face à l'incompris, face au manque de maîtrise, c'est une question hein, qu'on peut investiguer d'ailleurs. Et il y a des gens qui aiment à un moment donné perdre ce contrôle. Ça fait du bien. Ça fait du bien de rêver, ça fait du bien de ne pas être tout le temps sur ce système analytique et juste de se laisser guider par notre intuition et profiter. À chaque fois que les gens voient un tour de magie et me disent « Ah, ça m'énerve, comment tu fais ?» Je leur dis « Mais quand vous allez au cinéma pour voir Jurassic Park, on est vieux, hein. Enfin, pas vous, je ne suis pas du tout de... Vous êtes très vieux, non, c'est pas vrai du tout. Non, mais lorsque vous allez au cinéma pour voir Jurassic Park, il n'y a pas un moment donné où vous vous dites « Ah putain, ils ont utilisé un fond vert, quoi, c'est chiant. » Comment ils ont utilisé ce fond vert pour faire apparaître le dinosaure et puis le truc mécanique en même temps? Bah non, vous avez une suspension de vos croyances à ce moment-là, ce qu'on appelle la suspension de croyance. Vous laissez votre esprit croire en quelque chose de faux parce que ça fait du bien. Le problème dans les tours de magie, c'est que ça ne va pas simplement effracter l'imaginaire, ça va aussi, vous savez, lorsque vous voyez un film qui a des effets spéciaux, ça suffit. Lorsque vous voyez un tour de magie, les sceptiques vont simplement se dire à un moment donné, mais j'ai aucune explication à ça. Donc s'il n'y a aucune explication, ça veut dire que les raisons pour lesquelles je suis sceptique sont mises à mal. C'est pour ça que je dis toujours que pour moi, les sceptiques sont des croyants. Parce que pourquoi est-ce qu'un sceptique serait tellement menacé par un tour de magie, si ce n'est parce que quelque part en lui, il a peur que cette croyance devienne vraie. Et s'il a peur que cette croyance devienne vraie, c'est peut-être parce qu'au fond de lui, il croit qu'elle est potentiellement vraie. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Peut-être une petite dernière.
La question bien chiante du fond, en général, c'est toujours la même. Ah oui. Oui. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'utiliser ces techniques pour l'enseignement et en particulier des personnes ayant des traits particuliers, des difficultés, des élèves autistes Ouais. La réponse n'est pas oui direct. Hein, alors, la magie a été utilisée dans un but thérapeutique déjà. En tout cas, c'est en cours. Notamment face à des enfants hémiplégiques, donc ils sont à peu près paralysés d'une partie de leur corps. Ils se sont rendus compte que leurs entraînements, ils étaient super chiants à faire. C'est pas agréable, c'est même parfois un peu douloureux. Donc ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait pas trouver un moyen ludique de leur faire ces entraînements, en plus de ça, un entraînement ludique et motivant du coup. Et donc ils ont créé des tours de magie à apprendre aux enfants dans lesquels ces mêmes positions de doigts ou autres étaient incluses. Et ils se rendent compte que les enfants s'entraînent 2 fois plus que naturellement et sont motivés à apprendre. Ils ont envie de continuer à faire ça. Ça, c'est une première chose. Donc c'est hyper intéressant parce que la magie peut être un outil thérapeutique. Au niveau des troubles de spectre de l'autisme, par exemple, on sait que ces participants ont parfois... je suis expérimentaliste. Ces individus ont parfois des troubles, notamment au niveau de cette espèce de double réalité. C'est-à-dire, nous, on arrive facilement à se mettre dans l'esprit de quelqu'un, on arrive facilement à voir ce second degré, on arrive facilement à invoquer 2 réalités en même temps. Un magicien, qu'est-ce qu'il fait ? Il sait que le secret se passe ici, il connaît le secret. En même temps, il manipule la réalité de ce que les participants voient, ou les spectateurs voient, et en même temps, il manipule la réalité de ce qu'il est en train de percevoir. Donc le magicien vit dans cette triple réalité du secret, de ce qu'il est en train de voir et de ce qu'il sait que l'autre est en train de voir. Et ce système d'empathie, ce système de se mettre à la place de l'autre, qui porte défaut souvent aux troubles du spectre de l'autisme, aux personnes qui ont ce genre de troubles, eh bien on peut imaginer peut-être que la magie pourrait être un outil qui les entraîne d'une manière ludique à se mettre dans cette double réalité, à se mettre dans ce qu'on appelle cette fameuse théorie de l'esprit, hein, à savoir que la personne en face d'eux a une croyance qui est fausse, qui n'est pas la même croyance que la mienne, qui est le secret du tour. Je ne sais pas si c'est clair. Et ça pourrait être hyper intéressant, notamment au niveau de la théorie de l'esprit. J'ai l'impression d'être en soutenance de thèse. Ça me fait un peu peur. Mais c'est une très bonne question, je rigole, mais c'est une bonne question, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a encore une question ? Ouais. Oh. Merci. Bonjour, merci. J'avais une question concernant la fin en fait de la conf. Ça laisse la porte ouverte à de nombreuses études en psychologie. Est-ce que justement, comment vous faites pour neutraliser les protocoles quand vous utilisez des participants parce que si on leur dit que c'est de l'illusion ou de la magie, peut-être qu'ils vont beaucoup se concentrer là-dessus. Comment ça se passe au niveau protocolaire ? Alors, c'est une très bonne question. Souvent, on peut se dire, mais finalement, la magie, c'est pas écologique. Ça représente mal ce qui est réel. Hein, un tour de magie, c'est une parenthèse dans la vie. Mais est-ce que ça représente tout ce qui se passe au niveau cognitif dans la vraie vie ? 2 choses. La première, c'est que finalement, si vos mécanismes cognitifs qui ont subi l'évolution de plusieurs milliers d'années ont conservé ces mécanismes qui font que vous êtes trompé par un tour de magie, c'est certainement parce que ces mécanismes sont utilisés dans un domaine hors magie. Je ne pense pas que l'évolution a conservé un mécanisme juste pour la magie. Ça serait un petit peu bizarre. Pourquoi pas ? On peut imaginer que la place de la magie dans la société à ce moment-là serait très grande. Deuxième chose intéressante, c'est que finalement, pas mal de nos études ne désignent pas l'effet comme un tour de magie. Ce que je vous ai montré avec les 4 cartes tout à l'heure, par exemple, je le plaçais comme une tâche de mémoire. Je leur disais, voilà, petite tâche simple, vous avez mémorisé les éléments. Jamais je leur montrais que les cartes étaient blanches, sauf à la fin, une fois qu'ils avaient donné les réponses. Ce qui fait que pour eux, cette simple tâche de mémoire était bidon, et ils se demandaient même, finalement, mais quel est le but de la tâche ? Jusqu'à ce qu'on leur révèle que c'était un tour de magie. Donc voilà, c'est les 2 raisons, en tout cas, que je peux mettre en lumière par rapport à votre question, qui est pertinente, évidemment. J'aurais dit ça, quelle que soit la question, mais elle était pertinente pour de vrai. Encore une petite question, oui. Est-ce que vous travaillez avec des gens dont oui, le... Non, je croyais que la question était... Non, est-ce que dont le but est de prémunir les autres contre des charlatans ou des personnes qui mettraient ces connaissances-là à leur profit, mais contre certaines personnes, pour les truquer, pour les arnaquer, mais pas dans le sens magie où quand on vient voir un spectacle, on sait qu'on va se faire avoir, mais ça nous coûte juste 30 balles parce qu'on sait qu'on va s'amuser si on veut. Mais par contre, des gens qui vont... qui vont manipuler des autres pour leur faire croire des horreurs, leur extorquer de l'argent plus que nécessaire, etc.
si je veux garder un petit peu plus qu'un 25 mètres carrés à Paris, je suis obligé de garder ces secrets pour moi. Les utiliser, les manipuler. La vérité, c'est que l'idée de vulgariser un petit peu cette science, ça a aussi pour but de dénoncer ce genre de choses. Les gens ciblent leurs failles cognitives, et à un moment donné, lorsqu'ils vont voir une voyante, sans blague, vous voyez une voyante juste après ce que je vous ai montré là, ça va un petit peu vous faire sourire. D'ailleurs, la boule de cristal, c'est une fausse solution. C'est-à-dire que vous allez tellement vous fixer sur l'idée que cette boule de cristal sert à quelque chose, que ça va presque vous rendre aveugle au processus qui suit tout ça. C'est pour ça que les voyantes ou les voyants utilisent toujours ce type de gimmicks, ces petits objets, des runes, une boule de cristal, des cartes à tirer, ou ce genre de choses. Par contre, on a mené une étude qui est aussi intéressante. C'est une étude dans laquelle je faisais semblant d'être un psychique, quelqu'un qui a des pouvoirs paranormaux. J'arrivais pieds nus sur scène, je me mettais des gouttes d'eau sur le front parce que ça faisait chaud et tout. Enfin, c'était la scène parfaite. Et en fait, on leur faisait un tour de magie de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, ils prenaient un dé dans leurs mains, ils mettaient une couleur, ils cachaient. Et moi, je connaissais la couleur parce que l'information était transmise en portable. Technologie de fou. On avait une collègue dans l'assistance, c'était une assistante du coup. Au hasard, quelqu'un piochait un papier dans une boîte truquée, donc c'était plus du hasard. L'assistante venait sur scène et je lisais des choses sur elle. Vous avez perdu, c'est horrible en plus, mais vous avez perdu quelqu'un, un Kit Kat. Putain, c'est ce que mon grand-père me donnait et tout. Ok, et voilà, ça peut pas être malsain, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à la suite de ça, on dénonçait le truc en disant, mais regardez, c'était un tour de magie. Et on évaluait leurs croyances avant et après le tour de magie, et après avoir débunké, c'est-à-dire après avoir dit le secret du truc. Malheureusement, des personnes qui sont très croyantes au paranormal, même si vous leur expliquez que c'était un tour de magie, ils vont continuer à croire que ce que vous avez fait pendant cette performance était quand même un peu plus paranormal que magique. Pour détruire ça, il faut leur expliquer jusqu'au moindre détail du tour de magie. Leur dire que c'est de la magie ne suffit pas parce que leur espace mental n'a pas une assez bonne représentation qui peut remplacer l'ancienne. Si vous leur expliquez quels sont réellement les secrets des tours invoqués, à ce moment-là, la représentation est assez fine, assez nourrie pour pouvoir venir remplacer la croyance paranormale. Donc, c'est bien, je pense, justement, de populariser un petit peu cette science et pas la laisser dans des magazines qui vont être lus, enfin des journaux qui vont être lus par 300 de nos confrères qui vont faire « Oh là là, excellent !» Ils sont tous comme ça, les chercheurs. Hein. Moi, pareil, là, je vais sortir, je vais au labo, voilà, petites lunettes. Moi, je suis très fan des stéréotypes parce que je travaille dessus, mais voilà. Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant de le faire. Après, ce qui est dangereux avec la magie, c'est imaginer si un magicien est capable de vous faire croire une solution impossible en une seconde, à travers un tour complètement bidon, dans quelle mesure des politiciens qui font des croyances fausses pendant des dizaines d'années ne vont pas continuer à être crédibles malgré de nombreuses rétractations de ce qu'ils ont montré. Et ça, c'est dangereux. Petite parenthèse, un petit peu théorie du complot, là pour finir, on se met bien. Voilà. Il y en a deux qui viennent de se réveiller, ça me fait plaisir. Parce que... Non, mais c'est comme quand le train ou le bus s'arrête, là, ah ouais, voilà, c'est rassurant. Bon, on va arrêter là. Merci Ouais. beaucoup, Cyril. Merci. Merci beaucoup.